Merci Cécile. Rebonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle table ronde des rencontres francophones du livre audio qui, je le rappelle, s'inscrit dans le cadre de la très riche programmation de Lire notre monde Strasbourg, capitale mondiale du livre UNESCO 2024 et a été intitulé Le livre audio, un outil pertinent pour la traduction, point d'interrogation. Le point d'interrogation est important, c'est une question. Et c'est vrai, alors que de plus en plus de traducteurs et de traductrices, nous le verrons, s'intéressent au livre audio comme un outil relativement inattendu, mais qui semble se révéler tout à fait pertinent. On va en discuter. Nous allons tenter de comprendre comment traduction et livre audio dialoguent, fusionnent, se rencontrent, s'entrelacent aujourd'hui. Et pour observer ces différentes dimensions, je vous présente tout de suite nos intervenants, puisque vous avez déjà été présenté, mais je vais quand même vous représenter, préciser un certain nombre de choses. Cécile, donc Cécile Déniard, traductrice littéraire, on l'a évoqué, membre de l'ATLF, l'Association des traducteurs littéraires de France. Renata Semar, traductrice, membre du conseil d'administration du CALEC, dont nous allons parler, ce fameux centre pour l'avancement des langues, de l'éducation et des communautés. On a envie vraiment d'en savoir plus sur le CALEC, le mystérieux CALEC. Et Carole Wenya-Ochen, qui est traductrice littéraire. Et on le verra, qui traduit, Carole, un monument. On peut dire ça comme ça, une sorte d'Everest littéraire. Et on aura l'occasion, évidemment, d'aborder toutes ces dimensions. Alors, peut-être on va refaire un petit peu comme tout à l'heure un tour de table. On va commencer avec Cécile. Alors, Cécile, je vais essayer de résumer cette vie, cette bio, puisque... Cécile, vous êtes traductrice littéraire anglais-français, alors en sciences humaines, notamment pour des ouvrages d'histoire ou de spiritualité, des articles pour des revues, et en fiction. Et dans ce domaine, vous avez à votre actif une quarantaine de romans, hein, c'est ça? Une quarantaine de romans et de recueils de nouvelles, traduits depuis 2002, en particulier pour Albin Michel. Votre dernière traduction d'ouvrage paru concerne L'Amérique sera, de Joshua Bennett, chez Globe, ça c'était en 2023, je crois. Et parallèlement, vous animez des ateliers de traduction, vous intervenez sur le métier de traducteur littéraire dans le cadre de différentes formations, par exemple l'école de traduction littéraire du CNL, le Centre national du livre, le Centre d'enseignement de la traduction littéraire de Bruxelles, la Fabrique des traducteurs à Arles, sans oublier divers masters. Vous organisez et animez par ailleurs des ateliers, des joutes de traduction, on en parlera des joutes de traduction, alors, des joutes de traduction, des tables rondes dans le cadre de manifestations littéraires, notamment au Festival America, au Festival VOVF et au Rendez-vous de Blois. Et de 2004 à 2016, vous avez été trésorière puis vice-présidente de la fameuse ATLF, l'Association des traducteurs littéraires de France, dont on a parlé, en charge des questions juridiques et européennes. De 2014 à 2023, vous avez été membre du conseil d'administration de la SOFIA, puis vice-présidente et présidente. Alors ça, c'était de 2021 à 2023, donc ce CV labyrinthique et foisonnant. Vous êtes, je le précise également, membre du jury du Grand Prix du livre audio, moi aussi, depuis 2019. Et vous organiserez pour le compte du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires les rencontres européennes de la traduction littéraire dans le cadre de Strasbourg, capitale mondiale du livre. Ce sera donc au Parlement européen, on en a parlé tout à l'heure, du 2 au 4 octobre 2024. On aura vraiment fait la pub de cet événement majeur. Alors peut-être une question, c'est vrai que ce n'est pas du tout intuitif. Livre audio traduction, comment ça marche? Comment ça s'imbrique? Alors, il ne vous a rien épargné. Alors, c'est drôle, juste pour rebondir sur le titre, il se trouve qu'il y a 3 semaines, j'étais en Suisse pour faire une présentation qu'on m'avait commandée sur le thème traduction automatique, intelligence artificielle, traduction automatique et créativité. Voilà, intelligence artificielle, un bon outil pour la traduction. Et à l'époque, ma réponse a été non, et pour des raisons très longues à expliquer, mais qui partent du vécu et d'expérience. Ma réponse aujourd'hui va être beaucoup plus positive sur l'intérêt de s'appuyer sur les livres audio dans le processus de traduction. C'est quelque chose de relativement nouveau pour moi, ça date d'il y a 2 ans en fait. Mais ça a pris une place importante puisque depuis 2 ans, j'ai traduit 8, 9 livres, et à chaque fois, en fait, il y a un moment donné où le livre audio a été présent dans mon processus. Soit j'ai découvert le livre par ce biais, je l'ai utilisé pendant le processus, je l'ai utilisé à la toute fin pour des vérifications, je l'ai découvert au moment de la promotion, enfin voilà.
avant cela, mon rapport avec l'oralité de ma traduction existait, puisque depuis toujours, moi, je passe mes traductions au gueuloir, comme le faisait Flaubert. Donc il y a un moment assez tard, quelques jours avant le rendu, où je me joue le livre, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction. Il faut que le texte passe, il faut que je m'adresse à quelqu'un, comme disait Odile, et que je vois si la rhétorique est en place. Et ce passage par le corps, il me permet de le vérifier, et il est aussi inspirant, puisque à certains moments, quand on est en train de se jouer un dialogue, eh bien, c'est au moment du jeu, finalement, que la bonne réplique va sortir. Donc ça existait. Maintenant, le livre audio, à proprement parler, il est venu parce que, alors effectivement, du fait que je fais partie du jury, c'est rentré dans mon univers aussi quotidien. Et j'ai découvert, à un moment où je travaillais sur un auteur, un poète, dont je vais vous parler un tout petit peu plus longuement, j'ai découvert qu'il avait lu lui-même son recueil de poèmes. Et lui-même étant en plus un performeur, c'est-à-dire qu'une bonne partie de son activité consiste à transmettre ses textes sur la scène. Donc il est très, très chevronné et ça fait partie intégrante de sa pratique artistique. Et donc c'est le premier livre où j'ai vraiment travaillé avec l'audio comme référence. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et puis ensuite, se sont enchaînés. Donc depuis, j'ai traduit ce livre-là, un autre qui était très intéressant aussi du point de vue de l'audio, parce qu'on en parlait un tout petit peu ce matin, et sauf que la narratrice, enfin l'héroïne, est une Black Tina new-yorkaise transgenre qui sort de prison. Donc là, et avec un traitement par l'auteur extrêmement poussé dans la création d'une voix noire américaine avec tous ces attendus-là. Donc de savoir comment c'était rendu à l'oral, c'était aussi tout un défi. Et j'ai eu deux ouvrages aussi qui étaient aussi lus par l'auteur, qui étaient des livres de témoignages. Donc voilà, parce qu'il se trouve aussi, je traduis de l'anglais, beaucoup de l'américain, et donc tous ces livres-là ont été passés en audio, puisque c'est encore plus répandu que chez nous. Donc j'ai cette chance-là, quasi systématiquement, d'avoir cette référence. Je suis trop longue peut-être. Non, tu me diras. C'est intéressant de voir la tu m'arrêteras. Voilà. Mais donc comme je le disais, je m'en suis servie. Donc parfois j'ai découvert le livre comme ça parce que l'éditeur me demandait de me faire un avis très vite sur un livre. Et puis voilà, le plus simple dans le cours du week-end, c'était de l'écouter. Sinon, je m'en suis servie aussi à chaque fois. Alors je disais dans mes relectures, à la fin aussi, j'ai toujours une relecture ligne à ligne, où je vérifie que j'ai pas perdu le rythme, j'ai pas perdu une nuance, j'ai pas oublié un petit mot, et qu'on est bien dans la bonne énergie. Et ça, il m'est arrivé de le faire maintenant avec l'audio. Et c'est vrai que le fait que le texte arrive par les oreilles au lieu d'arriver par les yeux, où on a quand même le risque, on le sait bien, à la 10e fois où on lit la phrase, de relire ce qu'on croit qu'il y a écrit, même si c'est pas le cas. Je pense que peut-être j'ai un pourcentage de détection de l'erreur supérieur du fait que ça passe par l'audio. Et voilà. Je voulais juste rentrer de manière un tout petit peu plus précise dans la façon dont ça s'est passé pour moi sur ce premier livre. Donc c'est celui-là, effectivement, c'est le dernier paru fin de l'année dernière, ça s'appelle en français L'Amérique sera, de Joshua Bennett. Et en fait, mon histoire avec ce livre, c'est que la première fois que je l'ai lu, honnêtement, j'ai pas compris grand-chose. C'est un livre en anglais, hein, je pense qu'en français, c'est très accessible. Mais moi, quand je l'ai lu la première fois, pourquoi j'ai pas compris? C'est qu'il me manquait parfois du vocabulaire et des références culturelles, mais aussi parce que le premier poème, en tout cas, il n'est pas ponctué. Et ça, c'était une vraie difficulté pour moi à la première lecture. Voilà. Et il y en a d'autres qui présentent d'autres difficultés. Donc c'est vrai qu'il y avait une difficulté de compréhension à la base, déjà, dans ce livre pour moi. Et donc je l'ai beaucoup travaillé, ce que disait Odile, pardon. Je la regarde et c'est vrai que ça m'a tellement touchée, ce qu'elle a dit, tellement c'était les mêmes mots. Voilà, ce travail en profondeur de labourage du livre, pour le comprendre en finesse,
Je l'ai fait toute seule. Je veux dire sans le rapport avec l'audio, parce que je n'avais pas eu l'idée, je n'avais pas la connaissance de l'existence de ce texte. Donc j'ai passé plusieurs mois, en fait, à m'approprier le texte et à le comprendre. Et ensuite, j'ai écouté la lecture de Joshua. Bon, je comprenais, et je me suis dit, ah mince, il y a une partie de moi qui s'est dit, mince, évidemment, à l'oral, avec les pauses, enfin, d'un seul coup, il y avait des choses qui étaient évidentes, et si j'avais eu ça d'emblée, ça aurait pu être évident. Et en même temps, a posteriori, je me dis que c'était bien comme ça, et que c'est probablement bien de toujours travailler soi-même en rapport avec le texte écrit d'abord, plutôt que d'avoir la lecture de quelqu'un d'autre, fût-ce l'auteur. Parce que même l'auteur, au moment où il lit, il est obligé de faire des choix. Même sa lecture, c'est une proposition sur un texte donné. Et alors, c'est particulièrement vrai sur l'Amérique Sora, parce que c'est un livre qui joue énormément sur l'ambiguïté, sur le jeu, sur la surprise. C'est un texte qui est en même temps très écrit pour l'œil. C'est-à-dire que la mise en page est très importante. Il joue beaucoup sur les enjambements. Par exemple, vous avez un mot à la fin de la main. Vous avez un verbe qui veut dire quelque chose, et le mot suivant, il change le sens de la phrase. Ça c'est perçu à l'oral, et il faut l'avoir déjà travaillé et perçu à l'écrit pour pouvoir, puisque moi je traduis malgré tout pour l'écrit. Donc voilà, ça m'a. Je ne veux pas être trop long, moi je pourrais faire 1 heure, mais sur ce petit exemple-là, vous dire que sur ces 2 ans-là, déjà, ça m'a énormément fait avancer sur les rapports entre l'écrit et l'oral, et comment l'un et l'autre peuvent se nourrir, et en même temps, ce n'est pas tout à fait le même médium. Donc voilà, je passais la parole, pour creuser d'autres sujets. Oui, non, mais c'est important, parce qu'effectivement, c'est pas du tout une évidence. Quand on voit cet intitulé traduction à livre audio, on se dit... il pourrait y avoir à côté le mariage de la carte et du lapin, en Inde, voilà. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de passerelles qu'on l'imagine. Et, j'ai juste rajouté... Oui. Non, mais oui, non, mais tu me connais. On dit toujours qu'on traduit du mouvement. Ouais. En fait, je voulais juste rebondir sur passerelle. En fait, c'est pas une passerelle. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'une traduction, c'est d'abord une lecture d'une œuvre. Et une transmission. Je suis sûr que Renata sera d'accord, puisque Renata, il y a aussi quelque chose. Ses vies sont quand même incroyables. C'est vrai, les gens, vous êtes guitariste professionnel. On commence comme ça, quoi. Bing, bam, boum. Guitariste professionnel avec une expérience dans l'interprétation, l'enseignement, la recherche, la programmation de salles ou l'organisation de festivals de jazz. Alors, avec pour langue maternelle l'espagnol, vous êtes traductrice littéraire dans des genres très variés, la fiction, l'enseignement langue adulte, le roman historique, le livre de jeunesse, les textes de théâtre, mais aussi la non-fiction, des textes spécialisés sur la musique ou sur l'art. Et vous avez, très peu cité, mais vous avez travaillé pour divers groupes éditoriaux, le Penguin Random House, le groupe Planeta, le groupe vous êtes responsable des éditions Calec, donc les fameuses dont on va parler tout de suite, le Centre pour l'avancement des langues, je le répète, de l'éducation et des communautés, parce que son intitulé ouvre des perspectives, qui a été créé, alors il faut lui rendre hommage, par Fabrice Jaumont, qui était aussi à l'origine de ce fameux festival du multilinguisme à New York, non, c'est ça? Oui, c'est ça, je peux expliquer un peu. Voilà, on s'en est rendu compte un peu en discutant ensemble, et donc il y a un écosystème aussi qui est assez inattendu, original. Et vous êtes donc membre du conseil d'administration de cette structure, il faut le préciser. Vous êtes de manière globale une fervente adepte aussi de la révolution bilingue. Alors peut-être, là encore, commencer par le Calec en expliquant un peu cet écosystème avec Fabrice Jaumont et puis tout ce que ça détermine. Oui, merci. Merci à toutes et tous. Merci Cécile, merci Muriel, merci everyone. Oui, je commence par Calec, très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais Calec est né aux États-Unis. Fabrice Jaumont, il est français, il est parti, il a voyagé dans le monde. Et maintenant, il est à New York depuis 35 ans. Et là, il travaille pour les services culturels de l'ambassade de France à New York. Donc, à un moment, il a aidé les parents français qui ne trouvaient pas des écoles pour leurs enfants.
à créer des programmes bilingues dans les écoles publiques. Parce qu'il y a une loi aux États-Unis qui permet, s'il y a dans une école 6 enfants japonais, plus ou moins du même âge, et les parents peuvent solliciter, peuvent demander à l'école d'ouvrir ces programmes. Donc ça, c'est incroyable. Donc il a fait ça pour les parents français, et après ça, d'autres groupes linguistiques sont venus pour se renseigner comment vous avez fait ça. Et ça a commencé la révolution bilingue, c'était les premiers livres de Paris, parce qu'il y a des histoires des groupes japonais, polonais, allemands, italiens, arabes, grecs, russes. Voilà. Donc, ce sont les histoires. Ça a commencé un peu comme ça. Après pardon, il a fondé TBR Books. C'était une maison d'édition. Mais après, là est devenu en fait l'association CALEC. Donc, TBR Books est maintenant un programme éditorial de CALEC. Et juste pour expliquer très vite, on promeut le multilinguisme, surtout chez les enfants. Donc, on a commencé par publier des livres académiques sur la neuroscience, faite au Canada, par Ellen Bialystok, pour apprendre les parents comment ça se passe dans le cerveau des enfants quand il y a plusieurs langues dans la maison et des familles multiculturelles. Donc c'est comme ça que c'est passé. Et après, on s'est établi en France il y a 3 ans et on a commencé à publier des livres. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a travaillé avec des stagiaires. Donc, quand je suis arrivée, je me suis dit, je viens de pays la montagne, blablabla. Donc, je me suis dit, ok, il faut dynamiser cette petite maison d'édition pour être conforme, pour adapter aux besoins en France. Il faut. Donc, nous, dans le contexte de CALEC, on n'est pas encore dans les livres audio. Nous travaillons sur une plateforme qui s'appelle Lire en 2 langues, qui propose nos livres pour les enfants. Ils pourront les feuilleter. Et les livres sont accompagnés par des read-alouds. Donc, ce sont des courts enregistrements pour accompagner la lecture. Et nous traduisons vers plusieurs langues. Et donc, là, il s'agit d'un outil pédagogique. Nous mettons les livres dans la plateforme, les traductions déjà. Et l'idée, c'est de proposer cette plateforme qui est maintenant dans l'étape des tests bêta aux écoles, avec un abonnement, mais gratuitement pour les écoles défavorisées, et on envisage l'Afrique surtout. Donc, je pense que je pourrais montrer après, donc pendant la question, oui, ça ira plus vite. Et donc, maintenant, nous traduisons vers plusieurs langues, mais nous pensons que c'est important. Nous travaillons pour les livres imprimés avec l'impression à la demande. Donc, cela nous permet d'avoir plusieurs traductions, de corriger, de revenir sur les fichiers et d'enrichir en fait la collection. Le problème, c'est le financement, comme d'habitude. Mais pour vous donner une idée, ce qu'on fait, c'est un vrai discours sur la lecture dans la langue maternelle et la protection des langues minoritaires. L'objectif, c'est d'encourager la lecture et l'apprentissage à partir de nos livres. Et en Afrique, bon, c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accès aux livres, l'impression c'est très cher. Mais pour les livres de la plateforme, il nous faut des financements pour éviter précisément de passer par... des gens nous ont suggéré ça serait très facile de le faire avec l'IA. Non, moi, si je suis là, cela n'arrivera pas. Donc, pour donner des idées, les langues, je vais parler très vite des langues. On a traduit dans le Swahili, nous avons des auteurs un peu partout, plusieurs auteurs de l'Afrique, mais qui, soit ils sont aux États-Unis ou ils écrivent en anglais pour des raisons différentes.
Et donc, on a traduit vers les Swahili, les Shona, les Zimbabwe. Nous avons des livres académiques, mais aussi des livres jeunesse. Donc, ce sont notamment ces livres qui sont traduits vers ces langues. Nous avons des propositions pour les Wolof. Nous avons des propositions, un beau projet pour les 2 ou 3 langues de la Côte d'Ivoire, ou plutôt 5 langues, la Bidji, qui sera le modèle. C'est la traductrice qui a proposé ça. Et après, les Dioula, les Baoulé, qui sont des langues véhiculaires de la Côte d'Ivoire, et les Bété, les Soubré, les Sénoufo, une langue gure, et de la région de Kofobo. Donc après, oui, on aura donc une langue par chaque groupe linguistique de la Côte d'Ivoire, c'est déjà beaucoup. Et nous avons une autrice de l'Afrique du Sud qui a voulu traduire vers toutes les langues officielles de l'Afrique du Sud, même l'africain, parce qu'il y a un groupe de gens noirs qui lisent qu'en africain. Donc, il a même décidé de faire ça. On a ces livres en Setswana, Sepedi, Sitsonga, donc ça va loin. Et une autre chose que je voulais mettre en avant, c'est qu'on a trouvé pendant le Festival du Livre de Paris, on était vraiment très très contents de voir que les familles sont venues nous voir pour nous dire « mais c'est incroyable ». Finalement, on a trouvé des livres, parce que nous avons soit des traductions ou des livres, soit des livres bilingues. Donc, c'est ça que j'ai cherché pour mes enfants, les coréens, l'arabe, les mandarins. Donc, nous traduisons dans le russe et l'ukrainien, l'hébreu et l'arabe, parce qu'on traduit pour les enfants. Donc, là, on ne se pose pas trop de questions, on les fait, et si on trouve les bons traducteurs, on y va. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'après avoir travaillé pas mal de temps avec des stagiaires aux États-Unis, il faut encore du temps et des financements pour professionnaliser. Continuer à professionnaliser, et sinon ça va. Et du côté pratique, je voulais dire que pour moi, la lecture déjà, c'est un procès très très intime, tout comme la musique. Et hier, Nelly Porta parlait du sage occidental individuel de la lecture. Donc la plateforme, pour moi, c'est un peu un usage communautaire dans les écoles, les bibliothèques peut-être. Les écoles où les sons, il n'y a pas de région, il n'y a pas des bibliothèques. Et donc... Renata, juste, on finit peut-être notre petit tour de table, parce qu'il faut que je vous précise que je vais lancer les questions, mais je vais devoir... je fais l'ouverture en visio d'une journée d'études, là, tout à l'heure, et donc voilà, je ferai la transition vers les questions, mais je voulais quand même présenter effectivement Carole, pour que... effectivement, on voit à peu près la diversité de vos profils. Donc, Carole, vous êtes diplômée de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, avec une spécialisation en art et langage. Là aussi, alors vous êtes actuellement critique d'art et traductrice, et en 2016, vous avez décidé de consacrer une partie de votre temps à la traduction et à l'interprétariat, tout en continuant votre travail de critique d'art. Vous avez traduit plus d'une vingtaine de livres, principalement des bandes dessinées, telles que L'Incal de Noébus, La balade de la mer Salée de Hugo Pratt, Les culottés de Pénélope Bagieux, Un printemps à Tchernobyl d'Emmanuel Lepal et Folie gâteau de Nicolas de Crécy. Vous êtes également investi dans la traduction en sciences humaines avec Non-lieu de Marc Auger, des essais aussi comme Le peintre dévorant la femme de Kamel Daoud et de la littérature aussi avec notamment S'adapter, hein, ça c'était Clara Dupont-Moreau. Et depuis 2021, vous êtes engagé dans un projet alors justement assez incroyable de traduction d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, proposé par Linking Publishings. Et j'évoquais tout à l'heure le côté monumental Everest, puisque vous travaillez en ce moment même sur le deuxième tome, donc à l'ombre des jeunes filles en fleurs, et vous recourez au livre audio pour cette démarche qui est quand même très spectaculaire. Bonjour,
Et merci à Cécile pour l'invitation. Alors, en fait, chaque fois quand je commence un livre, quand je commence à traduire un livre, c'est très important d'entendre la voix d'auteur. En fait, au départ, quand j'ai travaillé sur la traduction de BD, c'est toujours je cherche des entretiens des auteurs pour d'abord avoir une voix d'auteur dans ma tête. Et quand je traduis, parce que pour la bande dessinée ou roman graphique, il n'y a pas en général, il n'y a pas de livre d'audio, oui, de ce genre de livre. Et, mais c'est en 2020, on m'a demandé de faire la relecture pour une nouvelle traduction de Petit Prince. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais une idée m'est venue. J'ai pris une version de livre audio de Petit Prince pour faire la relecture. Et c'est à ce moment-là que je trouvais que mais c'est génial. Parce qu'en fait, je regarde le texte en chinois, en mandarin, et puis en écoutant le livre audio. Et quand le Petit Prince, le texte n'est pas très compliqué, donc ça va très vite et ça m'aide beaucoup d'entrer dans l'atmosphère du livre. Et avec Proust, d'abord c'est grâce à une amie, Muriel, qui était hier. Elle m'a offert le coffret d'édition d'Hélène, le livre audio. Voilà, donc au départ, je pensais que je peux d'abord écouter pour une première fois, pour comprendre un peu, pour saisir un peu. Mais j'avoue que le texte de Proust, l'écriture de Proust est trop compliquée. Donc avant d'avoir traduire, j'arrive pas à saisir beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai relancé. Et puis j'ai commencé d'abord à traduire, vraiment entrer dans le texte, etc. Et ce n'est que, par exemple, une fois traduit, et je vais prendre le livre audio, le passage que j'ai déjà traduit et relu plusieurs fois. Et j'écoute le texte en français en regardant ma traduction en mandarin. Et comme ça, je peux avoir une sensation et un peu l'atmosphère du passage et le rythme aussi. Mais là, je rejoins aussi l'idée de Cécile qui vient de dire que parfois, dans le livre audio, par exemple, Proust, il y a beaucoup de phrases très très longues sans ponctuation. Mais pour le comédien, il est obligé de s'arrêter de temps en temps. Et comme ça, donc c'est très important pour moi j'ai toujours deux écrans. Donc c'est un écran qui affiche le texte en français et l'autre ma traduction. Et puis j'écoute le livre audio. Comme ça, et chaque fois, je compare. C'est un travail un peu multitâche, quoi. Et puis, si c'est un livre, si c'était une phrase sans ponctuation, je vais vérifier aussi auprès du texte pour voir si c'est bien. Mais je sais que le comédien, il s'arrête de temps en temps comme ça. Et donc, en fait, le livre audio, pour moi, c'est vraiment un outil pertinent. Ça m'aide éclaircir des choses, et certains passages. Par exemple, avant, quand je traduis pour cet livre, il n'y a pas de livre audio, et je demande peut-être une amie ou par français qui lit le texte pour moi, le passage que je ne comprends pas. Et ça m'aide de comprendre des choses à travers la voix. Parce que la voix, pour moi, c'est quelque chose qui débloque des choses. Ouais. Oui, alors quelle aventure, hein, parce qu'effectivement, il y a cette réputation de phrase dans la phrase, de tiret dans le tiret. Alors, c'est pas tout à fait vrai.
Parce que Proust, c'est vraiment faire court. La lecture est une amitié. La lecture est une amitié. 5 mots. C'est Proust. Tout est dit. La lecture est une amitié. Mais c'est rare. Hein. Enfin, vous pouvez témoigner, je pense que vous connaissez mieux que moi. Mais je souligne peut-être, avant de vous quitter, de glisser vers les questions, comme ça vous allez spontanément échanger voilà, autour de vos intervenantes. Je signale que moi aussi j'ai eu ce choc esthétique avec les éditions Télém et ce coffret avec, je crois qu'ils sont 8, il y a 8 comédiens il me semble, enfin ils sont très nombreux, à lire La Recherche de manière assez incroyable. Donc on a effectivement un casting assez phénoménal. Et puis il y a un cas qui est quand même assez atypique dont on a cité le nom tout à l'heure, c'est Daniel Mesguich qui s'est attaqué à Proust seul, donc je crois que c'est chez Frémaux et Associés me semble-t-il. Et donc je l'évoquais l'Everest, ce mot vient de lui en fait, je dois lui rendre hommage. Je lui avais posé la question un jour et il avait dit voilà, pour moi c'est l'Everest. S'attaquer à ce sommet littéraire. Alors peut-être, j'en profite, je lance une seule question, ma seule question et je vous quitte. Est-ce que Proust c'est l'Everest? Est-ce que justement le livre audio ça permet de réussir cette ascension quand même très complexe? Voilà. Et puis peut-être si vous voulez réagir et compléter un petit peu sur l'expérience même du livre audio comme moyen pour rebondir sur ce que vous avez évoqué. Voilà. En fait, traduire Proust, le plus dur, c'est comment saisir le style de Proust. Donc, je me souviens, c'est après avoir traduit déjà sur son monument que j'ai enfin un peu réussi d'entrer vraiment dans le style. Et là, pendant ce processus, le livre audio joue vraiment un rôle important pour moi. C'est vraiment avec la voix du comédien qui m'a accompagné tout au long de la traduction. Et donc ça, en fait, je viens de terminer la traduction et j'ai commencé à faire la relecture avec le livre audio. Je corrige tout le temps, pour des petits détails, mais parfois parce que, en fait, pour moi, c'est difficile de lire le texte moi-même, parce que c'est trop long. Et parfois, je n'arrive pas à bien lire, enfin, de toute façon. Mais avec le livre audio, je peux arrêter comme je veux, et puis je peux réécouter. Donc voilà, ça m'aide beaucoup. Donc je pense que je vais continuer d'utiliser le livre audio, même si parfois c'est difficile de trouver un livre audio. Mais tout à l'heure, j'ai évoqué que c'est pour moi très important d'entendre la voix d'auteur. C'est parce que quand je faisais mes études en France, je lisais beaucoup de Rita et j'avais du mal d'entrer dans les pensées de Rita. Ce n'est qu'avec, c'est par hasard que j'ai vu un documentaire sur Rita et quand j'ai entendu à la voix de Rita, du coup c'est clic. Après, quand je lis Rita, j'ai toujours sa voix dans ma tête et ça c'est pareil pour les autres auteurs. Donc j'ai emprunté beaucoup de livres audio pendant mes études à la bibliothèque municipale de Paris. Voilà, voilà. Donc, mais pour la traduction, avec Proust, c'est vraiment un premier film. Bon, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Ça y est, j'ai eu ma réponse à mon unique question, mais à mes yeux, c'était une question importante. Et Cécile, je crois que vous voulez réagir. Oui, j'avais envie de rebondir et ça boucle très bien avec ce que vient de dire Caron. Je voulais juste, sur la question de la voix de l'auteur. Tu as raison, c'est vrai, on est tenté d'entendre la voix parfois, et parfois c'est extrêmement pertinent parce que, alors en sciences humaines, effectivement, c'est vraiment l'auteur qui parle. Ces derniers mois, comme je disais, moi j'ai traduit des livres qui sont des livres de journalistes ou d'historiennes qui sont des livres de témoignages sur leur propre histoire. Par exemple, une écrivaine, une historienne ukrainienne qui a écrit sur la mort de son frère, et elle en a fait une œuvre, c'est vraiment son histoire, c'est elle qui parle. Après, il faut quand même lever un lièvre, c'est que la voix de l'auteur, c'est pas forcément la voix du narrateur, et c'est pas forcément la voix de ses personnages. Mais ça, c'est très important à dire,
au moment où on a parfois tendance à essayer de tout essayer de coller. Il faudrait que l'auteur soit son personnage, et il faudrait que le traducteur soit l'auteur, puisque c'est cette question-là qui est derrière, c'est qui a le droit de traduire qui a le droit de parler de quoi, et quand on parle de littérature, voilà, les voix ne sont pas synonymes, il y a de la distance, donc voilà, il faut quand même à chaque fois faire ce distinguo-là de la voix de l'auteur, et puis de la voix d'un narrateur, la voix d'un personnage, qui sont des créations. Bon, puis il insiste, parfois, il y a des auteurs qui ont envie de porter leurs livres et qui ne sont pas non plus les meilleurs lecteurs de leurs propres livres. Mais voilà, le travail d'un auteur aussi, c'est beaucoup de créer des voix qui ne sont pas la sienne. Et ça, moi, c'est un autre livre. Alors, j'ai pas eu l'audio au moment où je travaillais dessus, mais ce livre dont je parlais avec la narratrice, l'héroïne transgenre, Black Tina, etc., cet auteur-là, il a énormément travaillé pour créer une voix, une façon de parler qui n'est pas la sienne, mais au point qu'à la fin, il y a des détenus transgenres dans une prison du Texas où le livre était rentré en fraude, parce que comme c'est... Enfin voilà, je vous la fais courte, mais au Texas, le transgenre n'est pas extrêmement bien vu à la prison américaine, donc ils ont laissé passer, les gardiens ont laissé passer le bouquin, parce qu'ils ont cru que c'était un livre contre... Bref, le fait est qu'il a reçu un message extraordinaire de ces détenus qui disait « Enfin, on parle de nous, et puis c'est pas possible, Carlotta, elle parle trop comme nous, vous ne pouvez pas être l'auteur, vous n'êtes qu'un prête-nom, parce que lui, il est noir, ok, il est gay, mais c'est un universitaire, et Carlotta, c'est pas James, quoi. Il a fait ce travail de documentation. Enfin voilà, je voulais juste pas qu'on reste sur un truc où on se dit, bah oui, la voix de l'auteur, c'est la voix du livre. Non. Si ça se trouve, Proust, il irait très mal. La recherche du temps perdu. Je vais ajouter une chose, c'est quand je disais la voix d'auteur, ça, comment dire, y compris aussi toutes les interprétations des autres, en fait, qui est autour de... En fait, si on peut considérer le livre comme la voix d'auteur, alors tout ce qui est autour de ce livre, pour moi, ça fait partie dedans. Mais oui, parce que les auteurs ne savent pas ce qu'ils disent, hein, en fait. Donc, non, mais c'est vrai, et d'ailleurs, il y a beaucoup plus dans un livre que ce que l'auteur y a mis consciemment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on a des dialogues avec eux, souvent, la question qu'on leur pose, ils découvrent en fait des enjeux qu'ils n'avaient pas intellectualisés. Alors, moi, je vais peut-être réagir à ce que tu viens de dire, parce que tu faisais la comparaison tout à l'heure entre le travail d'interprète et puis le livre audio. Pour aller dans ton sens, on avait eu, c'est une petite anecdote, Carole Martinez qui avait assisté à l'enregistrement de son livre audio en studio et qui disait j'étais comme une petite souris à écouter et je me disais mais c'est pas possible, enfin c'est moi qui ai écrit ça. Mais en tout cas, elle conscientisait tout un pan de son texte en fait qu'elle n'avait pas du tout en tête. Moi j'avais une question, peut-être quand même pour poursuivre, vous m'excusez, du coup je reprends en pied levé là. Mais fais comme chez toi, Cécile. Voilà, c'est sur l'audio parce qu'on a peut-être, tu n'as pas encore eu l'occasion d'en parler, tu parlais de la publication dans toutes ces langues. Oui, non, je voulais rentrer un peu sur la pratique avec le livre audio en traduction. De ce côté-là, j'ai fait juste quelques réflexions. On parlait avec Christophe, elle est partie, mais oui, avec les délais si courts dans l'industrie, le livre audio est devenu quelque chose qui peut aider pour faire une première lecture avant de se lancer dans la traduction. Ça, c'est une chose importante. On peut s'en servir, surtout pour les livres non-fiction, pas trop compliqués. Et sinon, moi, je pense que c'est peut-être... je suis musicienne, donc j'ai toujours traduit en écoutant. Donc, même quand il n'y avait pas de livres audio vraiment, quand j'ai commencé à traduire surtout Young Adult Fiction, qui
un éditeur qui m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien te proposer un projet. Il s'agit d'un livre, on peut commencer par ça, mais il y a d'autres livres. Écoute, j'ai jamais traduit ce genre de fiction. Et il m'a dit non, mais je trouve, il me semble que tu as cette voix, cette voix adolescente, je sais que elle est en toi. Donc, est-ce qu'on peut essayer? C'est OK. Et là, les premiers livres que j'ai traduits, c'est d'une autrice, peut-être la connaissez, A.S. King, qui est devenue vraiment un nom vraiment important dans la Young Adult Fiction. Et à ce moment-là, c'était vrai. J'ai commencé à traduire et comme j'ai toujours dit, on devient, tu parlais de la transmission, c'est vraiment devenir un médium. Une sorte de quelque chose, c'est un esprit de la voix qui passe par nous. Je commence à traduire et j'écoute le rythme. Paul Auster parlait des sons. Je reste dans un paragraphe pendant une semaine pour m'assurer que ces paragraphes a le bon rythme. Pour moi, c'est la même chose parce qu'il faut retrouver la syntaxe correcte, que la syntaxe soit correcte, mais en même temps, j'aime bien entendre la musicalité. Et quand j'ai fait des palindromes, même parfois, je m'amuse un peu avec les mots. Mais c'est vrai que quand j'ai traduit, je ne pensais pas à un livre audio, mais je pense toujours d'une façon très cinématique. Donc, pour moi, c'est important les rythmes, que ça tient du début jusqu'à la fin. Donc, je pense que pour la traduction, on en parlait hier, il y a maintenant des maisons, ce ne sont pas des maisons d'édition, ce sont des entreprises qui proposent la production de livres audio à partir des textes. Donc, on envoie en tant qu'auteur, peut-être, son texte. L'entreprise fait la transcription, après la production du livre audio, et après il y a une écoute, c'est pas une relecture, il y a une écoute du livre audio. Et on revient vers la traduction. Donc, une autre réflexion, je me demande, est-ce que la traduction va changer? Parce que Carole me demandait, est-ce que ça serait l'éditeur de changer ça? Mais ce ne sont pas des éditeurs, ce sont vraiment des producteurs de livres audio, donc je me demande ça. Et sinon, bon, je pense que pour nous, pour revenir à Calec, pour nous c'est important, c'est vraiment un but pour l'apprentissage des langues, d'avoir des livres avec l'audio pour permettre aux enfants d'écouter en même temps. Je sais que je suis un peu partout parce que j'ai fait trop, vous savez, j'ai plusieurs casquettes, mais j'espère que ça va. Oui, je voulais juste rebondir sur la question que tu posais un petit peu, là, que tu abordais de la production, en fait, le fait qu'on traduit aussi pour le livre audio, parce que là, c'est vrai que je parlais beaucoup de la réception, du travail, de détails sur le texte, où on va ajuster peut-être le rythme, le poids des mots, etc. Mais il y a aussi le fait que dans la production, maintenant, je sais aussi, en particulier là, un polar que je suis en train de terminer, je sais qu'il va passer à l'audio derrière. Et subtilement, ça peut éventuellement m'amener de temps en temps à prendre des décisions pour l'audio. Par exemple, un truc tout bête, une ambiguïté qui n'existe pas à l'écrit parce que c'est il au pluriel ou il au singulier. D'un seul coup, je vais savoir que, tiens, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait une ambiguïté dans cette scène d'action, il faut qu'on soit sûr que c'est bien compris que c'est il au pluriel ou au singulier et qu'à l'oral, ça ne passera pas, et voilà. C'est des petits détails comme ça. Je ne traduis pas pour l'audio, mais je traduis en sachant que ça va passer en audio, et ça, subtilement, ça change le point de vue. Et je voulais juste terminer sur ce pied de nez, c'est que le traducteur est auteur de sa traduction. Et c'est vraiment là qu'on le sait, au-delà de l'aspect juridique, c'est que jusqu'à présent, je n'ai jamais réussi
à me résoudre à écouter une lecture d'une de mes traductions. J'ai cette espèce de pudeur de me dire oh là là, mince. Alors, soit ça peut exister, de dire le comédien ou la comédienne ne va pas avoir porté le texte d'une manière à laquelle j'adhère. Ça existe. J'ai une collègue qui me disait moi j'avais lu un livre qui était lu à 2 voix, parce qu'il y avait 2 narrateurs. Il y en avait un, j'adorais, je retrouvais totalement l'esprit de ce que j'avais voulu faire, et l'autre, c'était horrible. Et puis, donc, il y a cette question-là, mais je sais que l'éditeur fait un très bon boulot et je connais les comédiens, mais c'est surtout la réception de mon texte à moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est moi qui écris ces mots, ces phrases-là, et que si ça passe pas, je vais le prendre comme ça. Et il y a quelque chose de très intime dans l'audio. C'est comme respirer, on ne peut pas s'empêcher de respirer. Bon, c'est pareil, là, si c'est rentré par l'oreille et ça ne nous a pas plu, ça peut être potentiellement assez violent. Je regarde, tu voulais réagir? Oui, parce qu'en fait, j'ai la même expérience. Parce que récemment, j'ai traduit un extrait d'Olivia Rosandal, un livre « On n'est pas là pour disparaître ». Et ça, c'est un extrait pour justement une performance, une lecture. Alors, Rosanda, avec une autre taïwanaise, elles vont lire les textes tous les deux, oralement. Donc, en fait, dans ma traduction, quand je traduis, comme je sais que ça va, elles vont faire une lecture, donc je fais attention pour que le texte en mandarin soit, je ne sais pas, que ce soit le rythme ou la longueur, pour ça correspond au texte en français pour la performance. Voilà. Juste une chose, quand j'ai traduit pour les théâtres, tu parlais de pudeur, donc on ne savait pas, j'étais en atelier, c'était la première, c'était la 2e fois que j'ai traduisé du français à l'espagnol. J'avais traduit un roman déjà, mais là c'était pour les théâtres. Mais c'était un atelier et je ne savais pas qu'à la fin, j'aurais dû savoir parce que c'était un théâtre. Il y aurait des gens, des comédiens qui seront invités pour lire les textes, un peu en jouant. Donc, c'était une expérience incroyable parce que là on voit vraiment, on s'est dit. Moi, je suis tranquille maintenant. C'était bien de travailler sur la musicalité depuis le début parce que je savais qu'à un moment, quelqu'un quelque part allait travailler allait faire ce genre de lecture. Donc, c'est intéressant pour moi tout le temps, la musicalité. Mais moi j'ai une question, Cécile, ce que tu viens d'évoquer, c'est une préoccupation que tu as depuis que tu écoutes beaucoup plus de livres audio et que tu penses aussi à la traduction comme ayant une destination finale qui peut être le livre audio qu'on écoute, ou ça a toujours été plus ou moins présent dans ton travail finalement de traduction, de te dire, il y en a peut-être qui vont lire le texte en le mettant en voix et je ne peux pas passer à côté de la musique. Comme je disais, il faut la musique, les gens lisent dans leur tête. Enfin, je crois qu'il y a différents modes de lecture. Moi, j'entends pas spécialement, je pense, par rapport à d'autres, manifestement. Donc non, c'est surtout, je te dis, l'exemple qui me venait, c'était la question des ambiguïtés dans un polar, etc. Et puis aussi, ce que je disais, c'est que ça a changé aussi ma réception de l'œuvre d'origine. Là, j'ai rendu il y a quelques semaines un livre de sciences humaines, des auteurs sociologues et neuroscientifiques sur des travaux sur le cerveau, sur le phénomène d'habituation, etc., qui était écrit, il y a vraiment de la science derrière, mais c'est écrit de manière très, très vulgarisée et presque, on dirait, une écriture presque de développement personnel, pour exagérer. Mais en tout cas, une écriture assez redondante, assez lente, avec des répétitions, etc. Mais c'est en l'écoute. Je me demande aussi s'il n'y a pas toute une partie des écrivains américains qui, déjà à la base, écrivent pour l'audio, écrivent pour un auditeur qu'il faut tenir par la main. Il y a cet aspect-là aussi. Et du coup, mais c'est en l'entendant en audio que je comprends ce qui se passe sur mon texte. Vous voyez, c'est des phrases où on a l'impression qu'ils ont oublié les pronoms, ça existe par exemple, donc ils reprennent systématiquement les noms, etc. Et nous, on a envie de sabrer terriblement. Et je le fais en partie.
Mais en écoutant l'audio, je me dis aussi, bon, bah, c'est un procédé d'écriture, c'est une façon de parler au lecteur et à l'auditeur, et il ne faut pas que ça disparaisse complètement en français, parce que c'est aussi une rhétorique. Et c'est en passant par l'audio que j'ai un petit peu atténué mon jugement négatif sur cette forme d'écriture, en disant, bah, voilà, c'est un genre, avec ses codes, et donc, de toute façon, je ne l'aurais pas fait, mais je réécris pas complètement et je garde quelque chose qui va pouvoir donner cette même impression, y compris à l'oral. On va peut-être prendre un temps pour des questions. Oui. C'est pas tellement une question que je voudrais poser, je voudrais simplement dire que j'ai trouvé ce que vous avez dit absolument passionnant. Dire que aussi, quand on est un grand lecteur, je pense que je suis un grand lecteur, on se parle dans sa tête et donc on se fait sa propre voix. Et moi, je vous avoue que c'est pas une question, mais j'avoue que j'ai beaucoup de plaisir à lire une partie de livre que je lis forcément, évidemment, à voix haute. Notamment pour la poésie, qui est indispensable pour moi. La poésie, il faut la lire à voix haute, même tout seul, dans sa chambre, devant son miroir si on veut. Mais c'est pour moi très très important. Voilà, je veux dire, je suis passionné par ce que vous avez dit. Je voudrais juste ajouter une chose à votre attention, Carole, parce que vous avez dit que vous traduisez des bandes dessinées, et qu'on a peu de livres audio sur les bandes dessinées. Je voudrais vous rappeler le témoignage qu'on a vu l'année dernière de Benoît Glaude, qui est un des anciens étudiants, qui a écrit un livre, qui a travaillé sur raconter la bande dessinée à voix haute, dire la bande dessinée à voix haute. Il vient de publier un livre aux Impressions Nouvelles où il parle de ça. Et donc, on n'imagine pas quand on lit une BD, sauf quand on la lit à ses petits-enfants, ce que je fais aussi parfois, mais soi-même, on la lit pas à voix haute. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a peut-être une autre interprétation, si vous voulez. Voilà. En tout cas, merci. Dernière question, un commentaire? Non? Merci vraiment à toutes les trois. Je pense que finalement, le sujet interprétation et livre audio